Le principe d'utilisation des boîtiers est simple. Chaque étudiant a un boîtier, l'allume au début d'heure. Donc moi, j'ai attribué à chaque étudiant un numéro. Comme ça, au début d'heure, ils savent le boîtier qu'ils doivent prendre. Ils l'allument, ils le branchent sur un canal, qui est le canal du récepteur qui est ici. Moi, de mon côté, je branche le logiciel et il suffit que je pose une question aux étudiants à la volée. Réponse 1, je vois le filament de l'ampoule uniquement sur le trou du milieu, dans le trou du milieu. Réponse 2, je vois le filament de l'ampoule dans les 3 trous. Ils votent, ils choisissent la réponse qu'ils souhaitent et à partir de là, immédiatement après, on a le retour des réponses. Donc on voit combien d'étudiants se sont positionnés sur chaque réponse. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout là de le vivre en tant qu'élève. Je pense que c'est la meilleure façon de se rendre compte des possibilités en fait, du boîtier. En fait, les deux choses qui sont positives avec ce boîtier, c'est l'anonymat et l'outil statistique, quoi. D'avoir de pouvoir avoir un regard très général sur les conceptions dans une classe. L'anonymat permet effectivement d'avoir un bloc de réponse et de ne pas se sentir particulièrement visé, ce qui serait le cas quand on lève la main, tout le monde voit tout de suite les choses et puis tout le monde n'ose pas le faire, alors que là, comme c'est anonyme, mais aussi qu'on voit le nombre de réponses qui apparaît au fur et à mesure, eh bien, tout le monde se sent obligé, de toute façon, j'arrête uniquement quand tout le monde a répondu, donc tout le monde va répondre et va se positionner. Donc ça, c'est un avantage du boîtier. L'anonymat, je le fais tomber la plupart du temps quand je les amène sur des questions sur comment vous expliquer pourquoi vous avez choisi telle ou telle réponse. Parce qu'à ce moment-là, forcément, je sais tout le monde sait dans la classe qui a répondu plutôt 1 ou plutôt 2, par exemple. Ce qui n'est pas problématique. Donc il y a un anonymat et en même temps, on est d'accord pour le rompre lorsqu'il s'agit de discuter ensemble. Je trouve ça assez intéressant, ça permet de ne pas se confronter directement aux autres si on n'est pas sûr de ses réponses. Donc de pouvoir voter en toute discrétion. On peut l'adapter dans d'autres cours, du moment où on propose plusieurs solutions possibles. En mathématiques, ça peut être faisable, peut-être qu'en français également, en grammaire, une interrogation sur une règle de grammaire, pourquoi pas. Enfin, aux États-Unis, la plupart des enfants, dans leur trousse de rentrée, il leur est demandé d'acheter un clicker. Donc ça fait partie du matériel de base que les enfants ont dans leur cartable. En France, je ne sais pas si c'est utilisé énormément dans les classes. Je vois pas de contraintes particulières qui empêcheraient de le faire. C'est extrêmement facile. Je dirais, il suffit de brancher le récepteur, il suffit d'avoir les questions et de les poser. Donc il n'y a pas d'obstacle particulier à ça. En plus, il y a un attrait évident, je veux dire, pour des enfants. Après, la difficulté, c'est de construire des questions qui permettent une réponse sous forme typiquement de QCM. Alors, les boîtiers qu'on a sont plus sophistiqués que ça. Hein. Je peux aussi demander de rentrer des données numériques ou des mots. On peut imaginer des tas d'utilisations à ça. Ce qui est intéressant pour moi, c'est le retour qu'a l'enseignant. Souvent, on a les réponses d'un élève, 2 élèves. Là, avec ce petit boîtier-là, on a un retour de l'ensemble de la classe. Donc on sait que tant de % de la classe a compris ou pas. Si 90% de la classe a compris une notion, ce n'est pas la peine de passer 10 minutes dessus. Alors que par contre, si 15 ou 20% de la classe a compris, là, il faut remettre en question la façon dont on a amené les choses et retravailler dessus. Donc c'est très pratique à ce niveau-là pour un enseignant et je pense que l'intérêt pour moi est le même que celui d'un professeur des écoles.